Chapitre 3. Toutes les bêtes sauvages portaient des habits. Dans l'après-midi, Tengo se rendait dans la chambre de son père, s'asseyait à côté du lit, ouvrait le livre qu'il avait apporté et se mettait à lui faire la lecture. Il lisait environ 5 pages, marquait une pause et repartait pour 5 autres pages. Il lisait tout simplement l'ouvrage qu'il découvrait lui-même à ce moment-là. Ce pouvait être un roman, une biographie, un traité de sciences naturelles. Le contenu importait peu. Ce qui comptait, c'était de lire des phrases à haute voix. Tengo ne savait pas si son père percevait sa voix. Quand il observait son visage, il ne constatait pas la moindre réaction chez le pauvre vieillard amaigri, les yeux clos, qui restait endormi, absolument immobile. Tengo ne l'entendait même pas respirer. Certes, il respirait, mais on ne pouvait en être certain qu'en approchant l'oreille, ou à l'aide d'un miroir qui s'embuait. Le goutte à goutte pénétrait son organisme, le cathéter faisait ressortir d'infimes déjections. C'était uniquement ce lent et paisible va-et-vient qui indiquait que l'homme était encore vivant. De loin en loin, une infirmière le rasait à l'aide d'un rasoir électrique et coupait les poils blancs qui lui sortaient du nez ou des oreilles avec de petits ciseaux à bout rond. Elle lui égalisait aussi les sourcils. Son système pileux continuait de fonctionner en dépit de son coma. Quand il voyait son père, Tengo sentait peu à peu se brouiller la différence entre les vivants et les morts. Y avait-il une véritable différence ? Pensait-il. Ne serait-ce pas par commodité que nous posons l'existence de cette différence ? Vers 3 heures, c'était la visite du médecin, qui lui faisait un compte-rendu sur l'état du malade. Un rapport très bref, dont les grandes lignes restaient les mêmes. Il n'y a pas de changement, le vieil homme est toujours plongé dans un sommeil profond, ses forces vitales diminuent peu à peu, autrement dit, il se rapproche de la mort lentement, mais sûrement. Nous ne pouvons rien faire, laissons-le dormir tranquillement. Voilà tout ce que pouvait dire le médecin. À l'approche du soir, 2 infirmiers faisaient leur apparition. Ils transportaient le père dans la salle d'examen pour procéder à diverses analyses. Ce n'étaient pas toujours les mêmes hommes, mais ils étaient invariablement muets. Peut-être parce qu'ils portaient un large masque. En tout cas, ils ne disaient pas un mot. L'un d'entre eux semblait être un étranger. Il était petit, il avait le teint bistré, et à travers son masque, il lui adressait toujours un petit sourire. Tengo voyait son sourire dans ses yeux. En retour, il inclinait la tête et souriait lui aussi. Une demi-heure ou 1 heure plus tard, le père était ramené dans sa chambre. Tengo ignorait quelle sorte d'examen il avait subi. Lorsqu'on l'emmenait, il descendait à la salle à manger, buvait du thé vert et attendait environ 1/4 d'heure avant de retourner dans la chambre. Dans le creux du lit, la chrysalide de l'air n'apparaîtrait-elle pas une 2e fois ? Aomame, sous la forme d'une petite fille, ne serait-elle pas couchée à l'intérieur ? Tengo gardait toujours cet espoir. Mais quand il se retrouvait dans le clair-obscur de la chambre, ne subsistait que l'odeur du malade et, dans le lit vide, l'empreinte que son père y avait laissée. Il s'approchait de la fenêtre, observait le paysage. Au-delà des pelouses du jardin, s'étendait la noire pinède brise-vent, d'où montait le bruit des vagues. La houle violente de l'océan Pacifique. Résonnait là-bas une sombre et puissante rumeur, tel un attroupement d'âmes qui chacune murmurait son histoire. On aurait dit que cette assemblée cherchait à s'adjoindre un nombre d'âmes toujours plus important, qu'elle cherchait à entendre toujours davantage d'histoires. Plus tôt, en octobre, Tengo était déjà venu 2 fois à l'hôpital de Shikura durant ses jours de congé, en faisant l'aller-retour dans la journée. Il prenait l'express du matin, puis, arrivé à l'hôpital, il s'asseyait près du lit de son père et lui parlait de temps en temps. Mais il n'avait jamais de réponse. Allongé sur le dos, son père était englouti dans un sommeil profond. Tengo passait la plupart du temps à contempler le paysage extérieur. À l'approche du crépuscule, il restait dans l'attente que quelque chose arrive. Rien ne se passait cependant. Le jour tombait paisiblement, enveloppant la chambre dans des ombres légères. Alors, résigné, il se levait et rentrait à Tokyo par le dernier express. Lui venait parfois la pensée qu'il devait rester plus longtemps auprès de son père. Il se disait que ses allers-retours en 1 journée ne suffisaient pas. Il devrait peut-être s'engager plus sérieusement.
Il n'était pas très sûr de lui, mais il avait ce genre d'idée. Après la mi-novembre, il se résolut à prendre de vrais congés. Il expliqua à son école que son père était dans un état grave, qu'il devait s'en occuper. Ce n'était pas un mensonge en soi. Il demanda à un condisciple de son université de le remplacer. Ce jeune homme était l'une des rares personnes avec qui Tengo avait conservé des relations. Ils avaient continué à se voir 1 ou 2 fois par an. Même dans le département de mathématiques, qui comptait son lot d'excentriques, il était particulièrement original, mais aussi très brillant. Une fois diplômé, pourtant, il ne poursuivit pas de recherche et n'occupa aucun emploi. Quand il en ressentait l'envie, il se contentait d'enseigner les mathématiques dans un cours privé secondaire. À part ça, il vivait à sa guise, lisant toutes sortes d'ouvrages ou allant pêcher dans des ruisseaux de montagne. Tengo savait par hasard qu'il était très compétent comme enseignant. Mais il était fatigué de ses propres compétences. En outre, sa famille était riche et il n'avait nul besoin de se forcer à travailler. Il avait remplacé Tengo quelque temps auparavant et les étudiants l'avaient beaucoup apprécié. Tengo lui téléphona et une fois qu'il lui eut exposé sa situation, le jeune homme accepta avec simplicité. Ensuite, il y avait la question de savoir que faire de Fukaeri avec qui il cohabitait. Convenait-il de laisser longtemps seule dans son appartement cette jeune fille aussi peu réaliste? Tengo avait du mal à en juger. D'autre part, elle était cachée et devait éviter de se faire remarquer. Il résolut de l'interroger directement. « Est-ce que cela t'est égal de rester seul ici en mon absence? Ou bien veux-tu aller ailleurs, ne serait-ce que temporairement ?»« Tu vas où ?» lui demanda Fukaeri, les yeux graves. « À la ville des chats, » répondit Tengo. « Mon père est toujours inconscient. Il dort profondément depuis déjà pas mal de temps. Selon les médecins, il ne devrait pas tenir longtemps. » Il ne dit rien à propos de la chrysalide de l'air qui un soir était apparue sur le lit de la chambre d'hôpital, ni à propos d'Aomame sous la forme d'une fillette qui dormait à l'intérieur, ni sur le fait que cette chrysalide était exactement semblable dans les moindres détails à celle qu'il avait décrite dans le roman de Fukaeri, ni sur l'espoir caché qu'il entretenait de la voir encore une fois. Fukaeri étrécit les yeux, garda la bouche étroitement fermée et scruta longuement Tengo bien en face, comme si elle cherchait à déchiffrer un message inscrit en tout petits caractères. Presque inconsciemment, Tengo effleura son visage, mais il ne décela rien qui pouvait y être écrit. « Ça ira », déclara finalement Fukaeri, puis elle hocha la tête à plusieurs reprises. « Pas de souci pour moi, quand tu es absent. » Après réflexion, elle ajouta « Maintenant, il n'y a pas de danger. »« Maintenant, il n'y a pas de danger », répéta Tengo. « Pas de souci pour moi, » redit Fukaeri. « Je te téléphonerai chaque jour. Attention de ne pas être perdu dans la ville des chats. »« Je ferai attention, » répondit Tengo. Tengo se rendit au supermarché et fit des provisions de façon que Fukaeri n'ait pas besoin de sortir durant un certain temps. Il n'acheta que des choses simples qui pourraient être cuisinées facilement. Tengo savait bien que la jeune fille n'avait aucune motivation ou compétence en matière culinaire. Il voulait éviter, quand il rentrerait 2 semaines plus tard, de retrouver son réfrigérateur plein de produits moisis. Il entassa dans un sac en vinyle des vêtements de rechange et des affaires de toilette. Puis il choisit quelques livres, prit une rame de papier, des crayons et des stylos. Comme les autres fois, il emprunta un express depuis la gare de Tokyo, changea à Tateyama pour un train ordinaire et descendit 2 arrêts plus loin à Shikura. Il se rendit à l'office de tourisme en face de la gare et se mit en quête d'un petit hôtel bon marché. La haute saison étant passée, il put trouver une chambre libre sans difficulté. Il dénicha un ryokan où séjournaient principalement des gens venus pour pêcher. Sa chambre était petite mais très propre. Les tatamis exhalaient une bonne odeur de paille neuve. De sa fenêtre du premier étage, il avait une vue sur le port de pêche. Le prix, qui comprenait le petit déjeuner, était moins élevé que ce à quoi il s'attendait. Tengo déclara qu'il ne savait pas encore combien de temps il séjournerait là, mais qu'il était prêt à régler par avance 3 jours de pension. La patronne du ryokan ne fit aucune objection. Elle lui expliqua que la porte d'entrée fermait à 11h du soir et que les visiteuses n'étaient pas tout à fait les bienvenues. Tengo n'avait rien à redire à ce règlement. Après s'être installé, il téléphona à l'hôpital. À l'infirmière qui lui répondit, toujours celle d'un certain âge, il demanda s'il pouvait rendre visite à son père cet après-midi, vers 3h. C'était possible. « Monsieur Kawana est toujours plongé dans le sommeil »,
ajouta-t-elle. Et c'est de cette façon que Tengo entama son séjour dans la ville des chats du bord de mer. Chaque jour, il se levait tôt, il se promenait le long du rivage. Il observait les bateaux de pêche qui entraient dans le port ou qui en sortaient. Il retournait ensuite au ryokan pour prendre son petit déjeuner. Le menu était invariable. Du chinchard salé et séché, une omelette, une tomate coupée en 4, des algues séchées assaisonnées, une soupe au miso agrémentée de coquillages shijimi et du riz blanc. Mais pour une raison inconnue, tout était toujours délicieux. Après le petit déjeuner, il retournait s'installer devant sa petite table et il écrivait. Cela faisait longtemps qu'il n'avait plus écrit sur du papier avec un stylo à plumes, et il y prenait plaisir. Il se sentait stimulé de travailler ainsi, loin de sa vie ordinaire dans des lieux inconnus. C'était pas plus mal. Il entendait le bruit monotone des bateaux qui revenaient au port après la pêche. Tengo aimait ces bruits. Le roman qu'il écrivait se déroulait dans un monde où brillaient 2 lunes. Un monde dans lequel apparaissaient des little people et des chrysalides de l'air. Il en avait emprunté le thème dans La chrysalide de l'air de Fukaeri, mais à présent c'était devenu le sien. Quand il était penché sur les feuilles de papier quadrillées, son esprit vivait dans ce monde-là. Et même lorsqu'il délaissait son stylo, qu'il s'éloignait de sa table, son esprit y demeurait. Dans des moments de ce genre, il avait la sensation particulière que son corps et son esprit s'étaient comme dissociés. Il ne parvenait plus vraiment à distinguer le monde réel du monde imaginaire. C'était sans doute ce qu'avait éprouvé le protagoniste de La ville des chats quand il avait pénétré dans la cité tombée sous la domination féline. Sans qu'il s'en soit rendu compte, le centre de gravité du monde s'était déplacé. Et le héros s'était probablement retrouvé dans l'impossibilité de monter dans le train et de quitter la ville. Vers 11 heures, il devait sortir de la chambre pour permettre aux employés de faire le ménage. Il s'interrompait alors, il sortait, il marchait lentement jusqu'à la gare, il entrait dans un café et buvait un espresso. Il lui arrivait parfois de commander aussi un sandwich. Le plus souvent, pourtant, il ne mangeait rien. Puis, il s'emparait des journaux du matin qui se trouvaient dans le café et vérifiait soigneusement s'il y figurait un article qui aurait eu un rapport avec lui. Mais il ne découvrait rien de tel. La chrysalide de l'air avait disparu de la liste des best-sellers depuis longtemps. Au top des ventes figurait un ouvrage diététique qui s'intitulait « Mangez tout ce que vous aimez, autant que vous voulez, et maigrissez ». Un titre magnifique. Le livre serait-il entièrement composé de pages blanches qu'il se vendrait encore. Après avoir terminé son café et parcouru les journaux, Tengo prenait le bus pour se rendre à l'hôpital. En général, il arrivait vers 1h30 ou 2h. Il bavardait quelques instants avec l'infirmière de l'accueil. Maintenant que Tengo séjournait sur place et qu'il rendait visite à son père quotidiennement, les infirmières lui témoignaient plus de gentillesse qu'auparavant, plus de sympathie. Comme une famille qui accueille le retour du fils prodigue. La plus jeune lui souriait toujours d'un air un peu gêné en le voyant. On aurait dit qu'elle nourrissait à son égard un certain intérêt. Petite, les cheveux coiffés en queue de cheval, de grands yeux, des joues rouges. Elle ne devait guère avoir plus de 20 ans. Mais depuis que Tengo avait vu la fillette endormie à l'intérieur de la chrysalide de l'air, il ne pouvait plus penser qu'à Aomame. Les autres femmes lui semblaient des ombres légères qui glissaient à côté de lui. Son cerveau était entièrement habité par Aomame. Il sentait qu'elle vivait quelque part dans ce monde. Il savait qu'elle aussi s'efforçait de le retrouver. Voilà pourquoi ce fameux soir, elle avait réussi à le revoir en empruntant un chemin si spécial. Elle non plus n'avait pas oublié Tengo. Si ce que j'ai vu n'était pas une hallucination. Parfois, il repensait à sa petite amie plus âgée et se demandait ce qui lui était arrivé. Elle s'est perdue, lui avait dit son mari au téléphone. Elle ne pourrait plus jamais revoir Tengo. Perdue. Encore aujourd'hui, ces mots provoquaient en lui de l'angoisse ou de l'intranquillité. Il y entendait, à ne pas douter, un écho inquiétant. Néanmoins, son existence se faisait peu à peu plus lointaine. Les après-midi qu'il avait vécus avec elle n'étaient plus que les souvenirs d'un passé au goût déjà révolu. Tengo en ressentait de la mauvaise conscience. Pourtant, à un certain moment, la gravitation avait changé. L'aiguillage avait été permuté. Les choses ne pouvaient revenir à leur point d'origine.
Une fois qu'il était entré dans la chambre de son père, Tengo s'asseyait sur une chaise à côté du lit et saluait brièvement le vieillard. Puis il lui expliquait ce qu'il avait fait depuis la veille au soir. Rien de très remarquable, bien sûr. Il avait pris le bus pour retourner en ville, il était allé dans un restaurant et avait dîné simplement, il avait bu une bière, ensuite il était rentré au Ryokan et il avait lu. Il s'était endormi à 10 heures. Ce matin, il s'était levé, il s'était promené en ville, il avait déjeuné, puis il avait continué à écrire son roman pendant 2 bonnes heures. C'étaient les mêmes choses qui se répétaient chaque jour, mais Tengo rendait compte de ses faits et gestes dans les moindres détails à cet homme inconscient. Il n'obtenait aucune réaction en retour. C'était comme s'il s'était adressé à un mur. Tout cela n'était qu'un rituel. Mais parfois, la simple répétition signifie beaucoup. Tengo se mettait alors à lire à haute voix le livre qu'il avait apporté. Il n'avait pas choisi un livre spécial pour son père. C'était simplement le livre qu'il était en train de lire à la page où il en était resté. S'il s'était agi du mode d'emploi d'une tondeuse à gazon électrique, il en aurait fait la lecture. Il prenait seulement garde à parler d'une voix claire, en articulant lentement chaque phrase. C'étaient les seuls points auxquels il devait faire attention. Les éclairs, dehors, se firent de plus en plus violents. Et à un moment, une lumière verdâtre illumina violemment la route, sans que l'on entende de grondements de tonnerre. Ou peut-être la foudre tonnait-elle, mais il était incapable de les percevoir car ses sens étaient comme anesthésiés. L'eau de pluie ruisselait le long de la route. Après avoir piétiné dans ses flaques, des clients entraient dans la boutique l'un après l'autre. Son ami restait tourné vers la petite foule et il se demanda ce qui lui arrivait. Mais il ne dit rien. Il y eut un vacarme général tandis que les clients se poussaient de tous côtés, tant et si bien qu'il devint difficile de respirer. Quelqu'un toussa ou s'étrangla avec de la nourriture. C'était une voix bizarre qui faisait plutôt penser à l'aboiement d'un chien. Il y eut soudain le flash incroyable d'un éclair qui insinua ses clartés blafardes jusqu'au milieu de l'espace et éclaira les clients sur le sol en terre battue de la boutique. Immédiatement après, le tonnerre retentit comme s'il allait fendre le toit. Surpris, il se leva et tous les visiteurs qui étaient là, entassés à même le sol, se tournèrent vers lui. Il vit alors que c'étaient des visages de chiens ou de loups. Il ne savait trop. Et toutes ces bêtes sauvages portaient des habits et certains se léchaient les babines avec leurs longues langues. Arrivé là, Tengo regarda le visage de son père. Fin, lui annonça-t-il. L'œuvre se terminait ainsi. Il n'y eut pas de réaction. Qu'est-ce que tu en penses ? Son père ne répondit pas. Parfois, Tengo lui lisait un passage de son manuscrit, les lignes qu'il avait écrites le matin même. Après sa lecture, il retouchait au stylo-bille une partie qui ne lui plaisait pas, puis il la relisait à voix haute. Et, sauf s'il était content par l'écho qu'elle lui renvoyait, il la corrigeait de nouveau, puis la lisait encore une fois. « Cette version est meilleure », disait-il à son père comme s'il recherchait son assentiment. Mais bien sûr, le vieil homme ne lui donnait pas son avis. Pas un mot, ni pour dire « Ah oui, c'est meilleur », ou au contraire « Je trouve que c'était plutôt mieux avant », ou encore « Je n'y vois guère de différence ». Rien. Il restait là, les paupières abaissées sur ses yeux profondément enfoncés, comme une maison habitée par le malheur dont les volets ont été pesamment descendus. Il arrivait que Tengo se lève, s'étire, s'approche de la fenêtre et contemple le paysage. Il y avait eu une succession de journées nuageuses, de journées pluvieuses. La pluie tombait sans discontinuer durant des après-midi entiers, détrempant la Pinède brise-vent et la rendant sombre et lourde. Durant ces journées-là, on n'entendait absolument pas le bruit des vagues. Il n'y avait pas de vent non plus. Seulement la pluie qui tombait tout droit depuis le ciel. Et au milieu, des volées d'oiseaux noirs. Ces oiseaux aussi étaient sombres et mouillés. Même l'intérieur de la chambre était humide. L'oreiller, les livres, la table, tout ce qui se trouvait là était poisseux et moite. Mais indifférent au temps, à la mouillure, au vent ou à la rumeur de la mer, le père restait immergé au sein de sa léthargie. La torpeur enveloppait son corps, tel un habit de miséricorde. Après un temps de pause, Tengo reprenait sa lecture à haute voix. Il ne pouvait rien faire d'autre dans cette chambre humide et exiguë. Quand il en avait assez, il restait simplement assis, muet, et contemplait son père endormi. Et
il se livrait à des suppositions. Comment les choses se déroulaient-elles dans son cerveau? Là-dedans, à l'intérieur de ce crâne obstiné et dur à l'image d'une vieille enclume. Sous quelle forme sa conscience se dissimulait-elle? Peut-être ne restait-il plus rien du tout. Comme une maison laissée à l'abandon, vidée de tout ce qu'elle contenait, y compris de ses occupants. Mais même dans ce cas, on peut s'attendre à ce qu'un souvenir ou une scène y demeure gravée dans les murs ou au plafond. Les choses qui ont été cultivées durant une longue période de temps ne peuvent tout de même pas être aspirées dans du rien. Alors qu'il était couché dans son lit tout simple de cet hôpital de bord de mer, son père n'était-il pas cerné en même temps par des scènes ou des souvenirs invisibles aux autres, dans le calme et les ténèbres d'une arrière-chambre de sa maison vide? Finalement, la jeune infirmière aux joues rouges se montrait, puis, après avoir adressé un petit sourire à Tengo, elle mesurait la température du père, s'assurait que la poche du goutte à goutte était encore remplie, vérifiait le volume des urines évacuées. Elle inscrivait au stylo-bille des chiffres sur le bloc-notes. Tous ces gestes étaient conformes à la manière de faire prescrite par son manuel, automatique et efficace. Tengo la suivait du regard et il se demandait ce qu'elle ressentait à mener cette vie. Elle qui, dans cet hôpital de bord de mer, veillait sur des vieillards séniles qui ne pourraient jamais être guéris. Elle était jeune et semblait très vigoureuse. Comprimée sous son uniforme blanc empesé, sa poitrine et ses hanches étaient plantureuses. Sur sa nuque lisse brillait un duvet doré. Son badge en plastique épinglé sur sa poitrine portait son nom, Adachi. Qu'est-ce qui avait pu la conduire en ces lieux retirés où planaient l'oubli et la mort lente? Tengo savait qu'elle était compétente et travailleuse. Elle était encore jeune, habile. Si elle le souhaitait, elle pourrait être affectée ailleurs, dans un lieu où l'on dispensait une autre sorte de soins médicaux. Dans un endroit plus vivant, plus intéressant. Pourquoi avait-elle choisi d'exercer son métier dans un établissement aussi triste? Tengo aurait eu envie de connaître ses raisons et son passé. S'il l'interrogeait, elle lui répondrait sans doute avec franchise. Il le sentait. Mais il pensait aussi que mieux valait ne pas se mêler de ses affaires. Parce que, après tout, il était dans la ville des chats. Il devrait un jour prendre le train et retourner dans le monde d'où il venait. Lorsque ses tâches étaient achevées, l'infirmière remettait en place le carnet de bord, puis elle souriait gauchement à Tengo. « Il n'y a aucun changement. C'est comme d'habitude. »« Il reste stable, » répondait Tengo d'une voix aussi claire que possible, pour le dire sur un mode positif. La jeune femme, un demi-sourire d'excuse aux lèvres, inclinait légèrement la tête. Puis elle jetait un regard vers le livre fermé posé sur les genoux de Tengo. « C'est le livre que vous lui lisez ?» Tengo acquiesçait. « Je ne suis pas sûr qu'il m'entende. »« Mais c'est bien, je crois, » déclarait l'infirmière. « Que ce soit bien ou pas, je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. » Pourtant, tout le monde ne le fait pas. Parce que la plupart des gens sont occupés et ils ne vivent pas comme moi. L'infirmière hésitait. Finalement, elle ne disait rien. Elle regardait la silhouette du père endormi, puis ses yeux se portaient sur Tengo. « Bonne chance, » disait-elle. « Merci, » répondait Tengo. Une fois que mademoiselle Adachi était sortie, Tengo, après une petite pause, reprenait sa lecture à haute voix. Un soir, lorsque son père fut transporté vers la salle d'examen, Tengo se rendit à la salle à manger. Il but du thé et appela Fukaeri depuis un téléphone public. « Il n'y a pas de changement ?» demanda-t-il. « Rien de spécial, » répondit Fukaeri. « C'est comme toujours. Ici non plus, il n'y a pas de changement. C'est tous les jours la même chose. Pourtant, le temps avance. »« Bien sûr, » fit Tengo. « Chaque jour, le temps avance d'un jour. » Et une fois qu'il a avancé, il ne peut retourner là d'où il vient. « Le corbeau de l'autre fois est encore venu, » dit Fukaeri. « Un grand corbeau. Ce corbeau se montre toujours à la fenêtre à la tombée du jour. Il fait la même chose chaque jour. »« Exactement, » confirma Tengo. « Comme nous. Mais il ne sait pas penser le temps. Les corbeaux n'ont pas la notion du temps. Le concept du temps, les humains sont sans doute les seuls à le posséder. Pourquoi ? Les hommes voient le temps comme une ligne droite, un peu comme un long bâton rectiligne sur lequel ils font des encoches. À partir de là, vers l'avant, c'est le futur. À partir de là, c'est le passé, et maintenant, nous sommes ici. Tu comprends ? Oui. En réalité, le temps n'est pas rectiligne. Il n'a même aucune forme.
C'est quelque chose qui, dans tous les sens du terme, ne possède pas de forme. Mais comme nous ne sommes pas capables de concevoir des choses qui n'ont pas de forme, nous le figurons sous l'apparence d'une ligne droite par commodité. Pour l'instant, la possibilité d'opérer cette substitution conceptuelle est propre aux hommes. Peut-être que nous nous trompons. Tengo réfléchit. Tu veux dire qu'il est possible que nous fassions erreur en figurant le temps sous la forme d'une ligne droite? Pas de réponse. Bien entendu, cette possibilité existe. Peut-être que nous nous trompons et que les corbeaux sont dans le vrai. Peut-être que le temps ne ressemble pas du tout à une ligne droite. Peut-être qu'il se présente sous la forme d'un donut en escargot. Continua Tengo. Mais les hommes ont vécu avec cette représentation depuis des dizaines de milliers d'années. Ils ont considéré que le temps coulait en ligne droite pour toujours. C'est sur la base de cette représentation qu'ils ont pu agir. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas trouvé de désagrément ou de contradiction dans ce mode de pensée. On peut donc supposer que l'expérience fait force de loi et qu'elle est juste. Expérience, force de loi, répéta Foukaeri. Quelque chose qui est considéré comme juste par déduction après être passé au crible de très nombreux exemples. Foukaeri resta muette un instant. Tengo ignorait si elle avait compris ou non ses explications. « Allô ?» fit Tengo pour s'assurer qu'elle était toujours en ligne. « Jusqu'à quand tu es là ?» interrogea Foukaeri. « Tu veux dire jusqu'à quand est-ce que je séjournerai à Shikura ?»« Oui. »« Je n'en sais rien, » répondit honnêtement Tengo. « Pour le moment, je peux seulement dire que je resterai ici tant que je n'aurai pas eu certains éclaircissements. Il y a des choses que je ne comprends pas. J'aimerais voir pendant quelque temps quelle tournure elles prendront. » Foukaeri resta de nouveau silencieuse à l'autre bout du fil. Dès qu'elle plongeait dans le silence, c'était comme si elle disparaissait. « Allô ?» fit Tengo encore une fois. « Il ne faut pas être en retard pour le train, » dit Foukaeri. « Je ferai attention. Je ne le raterai pas. Et toi, ça va ?» Un peu avant, un homme est venu. « Qui donc ?»« Un homme de la NHK. Un collecteur de la redevance de la NHK ? Collecteur de la redevance ? Interrogea-t-elle. Tu as parlé avec lui ? Demanda Tengo. Il a dit quelque chose que je n'ai pas compris. Elle ignorait ce qu'était la NHK. Les connaissances élémentaires sur la société, elle ne les possédait pas. Tengo lui dit. Bon, écoute, c'est une longue histoire, alors je ne peux pas te l'expliquer dans le détail au téléphone. Disons simplement que la NHK est une grosse organisation dans laquelle beaucoup de gens travaillent. Dans tout le pays, des employés vont de maison en maison pour collecter la taxe mensuelle. Mais toi ou moi, nous n'avons pas à la payer, parce que nous ne recevons rien d'elle. En tout cas, tu gardes la porte bien verrouillée et tu n'ouvres pas, compris ? Je laisse la porte fermée, comme tu as dit. Très bien. Mais il a dit voleur. Ne t'en fais pas, répondit Tengo. Nous, on n'a rien volé. Bien sûr que non. Toi et moi, on ne fait rien de mal. Foukaeri s'enferma de nouveau dans le silence. Allô ? fit Tengo. Foukaeri resta muette. Peut-être avait-elle déjà raccroché, mais il n'avait pas entendu le bruit du combiné qu'on reposait. Allô ? répéta Tengo plus fort cette fois. Foukaeri tout sauta. L'homme a dit qu'il te connaît bien. Le collecteur ? Oui, l'homme de la NHK. Et il t'a traité de voleuse ? Il parlait pas de moi. De moi alors ? Foukaeri ne répondit pas. Tengo reprit. De toute façon, je n'ai pas de téléviseur à la maison, je ne risque pas de voler la NHK. Mais comme je n'ai pas ouvert, il était en colère. Ça n'a aucune importance, qu'il se mette en colère. Quoi qu'il te dise, surtout garde bien la porte fermée. Je n'ouvre pas. Sur ces mots, de façon inattendue, Foukaeri coupa la communication. Peut-être ne le fit-elle pas de façon inattendue. Il se pouvait que pour elle, reposer le combiné à cet instant-là ait été un geste naturel et logique. Aux oreilles de Tengo, pourtant, cette manière de couper avait un côté abrupt. Mais il savait très bien qu'il était impossible de conjecturer sur ce que pensait ou ressentait Foukaeri. C'était là aussi un retour d'expérience. Tengo reposa le combiné et regagna la chambre de son père. Le vieil homme n'avait pas encore été ramené dans sa chambre. Sur le drap du lit subsistait le creux qu'il avait laissé, mais une chrysalide de l'air ne s'y était pas installée. Dans la pièce, qui prenait les teintes vagues et froides du crépuscule, ne demeuraient que les très modestes traces de l'homme qui s'était trouvé là. Tengo soupira, s'assit sur la chaise. Puis il posa les mains sur ses genoux et considéra longuement l'affaissement dans le lit. Après quoi il se leva, s'approcha de la fenêtre
regarda dehors. Au-dessus de la Pinède planaient des nuages de fin d'automne, tout droit. Cela faisait bien longtemps qu'il n'avait vu le ciel embrasé par un couchant aussi beau. Tengo ne savait pas pourquoi le collecteur de la NHK avait dit de lui qu'il le connaissait bien. L'employé précédent s'était présenté chez lui 1 an auparavant. Tengo lui avait alors expliqué poliment, en restant sur le seuil de son appartement, qu'il ne possédait pas de téléviseur. Il ne regardait jamais la télévision. L'homme n'avait pas eu l'air convaincu par ses explications, mais il était parti sans rien ajouter, en marmonnant simplement quelques paroles inaudibles. Était-ce le même employé qui était venu aujourd'hui ? Il lui semblait se souvenir que celui-là aussi l'avait traité de voleur. Mais Tengo trouvait un peu curieux que le collecteur, revenant 1 année plus tard, prétende bien le connaître. Ils avaient à peine passé 5 minutes sur le seuil de la porte à échanger quelques mots. Bon, et puis ça ne fait rien, songea Tengo. En tout cas, Fukaeri a gardé porte close. Le collecteur ne reviendra pas, ils ont des quotas à remplir, ils sont fatigués de ces discussions désagréables avec des gens qui refusent de payer, alors pour s'éviter du travail inutile, ils contournent les endroits embêtants et vont récupérer la redevance là où ils ont moins de problèmes. Tengo observa encore une fois le creux que son père avait laissé dans le lit. Puis il songea aux nombreuses paires de chaussures que le vieil homme avait usées. Avec la pénible tournée qu'il devait effectuer chaque jour à pied, son père, au cours de sa longue carrière, avait enterré un nombre incalculable de chaussures, toutes du même genre. Noires, à semelle épaisse, bon marché, extrêmement pratiques. Il les surmenait jusqu'à ce qu'elles soient vraiment au bout du rouleau, qu'elles tombent en loques, qu'elles soient totalement râpées, que les talons en viennent à être déformés. Chaque fois que Tengo, adolescent, voyait ses chaussures affreusement tordues, il en était oppressé. Il n'éprouvait pas de pitié pour son père, mais pour ses malheureux souliers. Il se les représentait comme de misérables animaux employés et utilisés tant qu'ils pouvaient servir, jusqu'à en crever. Mais maintenant qu'il y repensait, son père lui-même n'avait-il pas été une sorte d'animal qu'on avait utilisé jusqu'à en mourir ? N'était-il pas exactement semblable à ses chaussures élimées ? Tengo regarda par la fenêtre. Il contempla le ciel à l'ouest qui s'obscurcissait dans l'embrasement du soleil couchant. Puis il songea aux légères lueurs bleutées qu'émettait la chrysalide de l'air. Il revit Aomame sous la forme d'une fillette qui dormait à l'intérieur. Cette chrysalide allait-elle se manifester ici encore une fois ? Le temps avait-il vraiment la forme d'une ligne droite ? « Je suis dans l'impasse », déclara Tengo au mur. « Il y a trop de variables. Même l'enfant prodige que j'étais ne pourrait donner de réponse. » Les murs ne lui répondirent pas, ni ne lui exposèrent leur opinion. Ils reflétaient seulement, muets, les couleurs de feu du couchant. Chapitre 4. Le rasoir d'Occam. Ushikawa n'arrivait pas à se faire à l'idée que la vieille dame qui résidait à Azabu pouvait être mêlée, d'une manière ou d'une autre, à l'assassinat du leader des précurseurs. Il se renseigna d'abord sur son passé et ses relations. L'enquête ne lui prit pas longtemps, étant donné le renom et la position sociale bien établie dont il jouissait. Son mari avait été l'un des personnages importants du milieu des affaires de l'après-guerre. Il avait également été influent dans le monde politique. L'axe central de ses activités touchait aux investissements et à l'immobilier. Mais il avait aussi des liens solides dans des domaines périphériques tels que la distribution ou le transport. Après son décès, au milieu des années 50, la vieille dame lui avait succédé et avait pris la tête de ses affaires. Elle avait du talent pour la gestion et surtout le don de pressentir les crises. À la fin des années 60, elle sentit que son groupe était trop diversifié. Elle planifia alors la vente d'une certaine quantité d'actions, en obtint un prix élevé et réduisit petit à petit la taille du groupe. Elle s'efforça ensuite de renforcer les activités restantes, ce qui lui permit de surmonter le choc pétrolier à moindre mal et d'accumuler d'abondants fonds de réserve. Elle maîtrisait l'art de transformer ce qui était une crise pour les autres en chance pour elle. À ce jour, alors qu'elle avait largement dépassé les 70 ans, elle s'était retirée des affaires. Elle possédait une fortune considérable et menait une vie paisible dans sa vaste résidence où personne ne la dérangeait. Elle était née dans une famille aisée et s'était mariée à un homme fortuné
et elle était devenue encore plus riche après la mort de son mari. Pour quel motif une femme de ce genre devrait-elle préméditer un meurtre? Ushikawa décida néanmoins de poursuivre ses investigations. D'une part parce qu'il n'avait rien trouvé qui ressemblait à un indice, d'autre part parce que la safe house qu'elle dirigeait présentait certains aspects qui le tracassaient un peu. Quel effet donc d'un refuge pour les femmes maltraitées ne lui semblait pas, en soi, quelque chose d'artificiel. C'était du bénévolat salutaire et utile à la société. Grâce aux ressources financières dont cette vieille dame disposait, les femmes abandonnées dans un état critique étaient sûrement très reconnaissantes de profiter de sa bonté. Cependant, la sécurité qui entourait le bâtiment était beaucoup trop étroite. Portails et serrures solides, bergers allemands, multiples caméras de surveillance. Ushikawa ne pouvait s'empêcher de sentir là une protection excessive. Il chercha d'abord à savoir à qui appartenaient le terrain et la maison qu'habitait la vieille dame. Comme il s'agissait là d'informations publiques, il lui suffit de se rendre à la mairie pour les obtenir. Le terrain comme la maison, tout était à son seul nom. Rien n'était hypothéqué. Voilà qui était clair et net. Étant donné qu'il s'agissait d'un bien privé, l'impôt foncier annuel s'élevait à une somme considérable. Mais acquitter chaque année un montant de cet ordre n'était sans doute rien pour elle. Les droits de succession à venir seraient également très élevés, mais à ce sujet non plus, elle n'avait pas l'air de s'en soucier. Pour une personne fortunée, voilà qui était exceptionnel. À ce que savait Ushikawa, aucune catégorie humaine ne détestait payer des impôts autant que les riches. Depuis la mort de son mari, elle semblait vivre seule dans cette vaste résidence. Bien entendu, vivre seule, ce n'était qu'une façon de dire, car quelques employés habitaient sans doute sur place. La vieille dame avait 2 enfants. L'aîné, qui avait pris sa succession, avait lui-même 3 enfants. La cadette, une fille, mariée, était morte de maladie il y avait 15 ans. Elle n'avait pas eu d'enfant. Ushikawa obtint facilement ces informations. Mais dès qu'il rechercha plus de précision, qu'il essaya de connaître plus exactement les détails de sa vie personnelle, il se heurta brutalement à un mur solide. À partir de là, les routes qui lui auraient permis d'avancer étaient toutes bloquées. Le mur était haut et les portes fermées à clé, à triple tour. Tout ce qu'Ushikawa comprit fut qu'elle n'avait pas la moindre intention d'exposer en public le versant privé de sa vie. Elle semblait dépenser sans compter sa peine et son argent pour que ses principes soient respectés. Elle ne répondait à aucune question et ne prenait jamais la parole. Il eut beau fouiller encore et encore dans la documentation disponible, il ne tomba jamais sur une seule photo d'elle. Son numéro de téléphone figurait sur l'annuaire de l'arrondissement de Minato. Ushikawa appela à ce numéro. C'était son style, toujours s'affronter à la réalité de face. Un homme décrocha avant même la 2e sonnerie. Ushikawa se présenta sous un faux nom, celui d'une société de courtage choisie au hasard. « J'appelle au sujet des fonds de placement dont madame est titulaire. J'aurais quelques questions à lui poser. » Son interlocuteur objecta. « Madame ne peut répondre au téléphone. C'est moi qui suis chargé de ce genre de demande. » Il avait une voix administrative, factice. On aurait dit une voix de synthèse. Comme le règlement intérieur de sa société lui interdisait de divulguer à un tiers ce genre d'informations, répondit Ushikawa, il ferait parvenir les documents en question par voie postale, même si cela demandait plus de temps. Très bien, fit l'homme, et il raccrocha. Ushikawa ne fut pas particulièrement déçu de ne pas avoir pu parler à la vieille dame. Dès le départ, il ne l'avait pas escompté. Son intention était de constater à quel point elle restait vigilante à protéger sa vie privée. Et, effectivement, elle était très vigilante. Dans cette résidence, elle semblait bénéficier d'une sollicitude dévouée de la part de quelques personnes. Cela s'entendait au ton de l'homme, sans doute son secrétaire, qui avait répondu. Son numéro de téléphone apparaissait certes sur l'annuaire, mais ceux qui pouvaient lui parler directement étaient triés sur le volet. Les intrus se faisaient pincer et jeter dehors immédiatement, telle une fourmi qui tenterait de se glisser dans un sucrier.
Ushikawa fit le tour des agences immobilières du quartier, faisant mine de chercher un appartement à louer. Il posa des questions, l'air de rien, sur les appartements utilisés par la Safe House. La plupart des employés n'en connaissaient même pas l'existence. L'endroit comptait parmi les quartiers résidentiels les plus huppés de Tokyo. En principe, les agents ne traitaient que de biens à prix élevé et ne s'intéressaient pas un seul instant à des locations situées dans une construction en bois. En voyant Ushikawa, avec sa tête et sa tenue, il ne se donnait même pas la peine de l'écouter. Celui-ci songea que si un chien galeux, dégoulinant de pluie, la queue arrachée, s'était faufilé dans une de ces agences, il aurait reçu un accueil plus chaleureux. Alors qu'il était sur le point de renoncer, une petite agence immobilière locale, qui semblait avoir pignon sur rue depuis fort longtemps, attira son regard. Le vieillard au visage jauni qui tenait la boutique lui fournit spontanément des détails sur les appartements en question. « Ah oui, d'accord, je vois bien ce bâtiment. » L'homme était tout desséché, à l'image d'une momie de second choix, mais il savait tout sur les quartiers, jusque dans ses moindres recoins. Il avait surtout envie de bavarder. « Cet immeuble, eh bien, il appartient à l'épouse de Monsieur Ogata. Oui, c'est vrai, avant, ces appartements, ils étaient en location. Pourquoi elle a un bâtiment pareil, ça, j'en sais rien. Elle n'a pas besoin de s'embêter à gérer des appartements, je peux vous le dire. Sûrement qu'autrefois ça servait de logement aux domestiques. Maintenant, je ne sais pas trop, au juste. Mais à ce qu'on dit, c'est des refuges pour les femmes qui ont été battues par leur mari. En tout cas, ça rapporte rien à nous, les agents immobiliers, expliqua le vieillard. Sans ouvrir la bouche, il eut un rire semblable au sifflement du kogera, le pic miniature japonais. « Ah bon? Un refuge ?» dit Ushikawa. Il proposa une 7 Stars au vieil homme. Ce dernier l'accepta, laissa Ushikawa l'allumer avec son briquet. Il se mit à fumer d'un air béat. Pour une cigarette bon marché comme une 7 Stars, être fumé avec une telle jouissance, c'était sans doute le vœu le plus cher, se dit Ushikawa. Voilà, c'est là qu'elle leur donne asile, aux bonnes femmes qui se font cogner par leur mari et qui déguerpissent, le visage tout gonflé. Bien sûr, elle leur réclame pas de loyer. Ce serait une œuvre d'assistance sociale? Oui, ce genre de truc. Elle s'est retrouvée avec un immeuble en trop, alors pourquoi pas s'en servir pour aider les gens dans une situation difficile? Elle est vraiment pleine aux as, alors elle peut faire ce qui lui chante. Ça passe par perte et profit, voilà tout. C'est pas comme nous, le petit peuple. Mais pour quelle raison Madame Ogata aurait-elle commencé à pratiquer ce genre d'action? Y a-t-il eu un déclic? Oh, eh bien là, j'en ai pas la moindre idée. Vous savez, c'est une riche, alors c'est peut-être juste une espèce de passe-temps. Même si ce n'est qu'un passe-temps, faire quelque chose pour les gens dans le besoin, c'est une belle action, non? Dit Ushikawa en souriant. Il n'y en a pas beaucoup qui agissent ainsi, chez ceux qui ont plus d'argent qu'il n'en faut. Ben oui, pour une belle action, c'est une belle action, je dis pas. Seulement, moi aussi, ça m'est arrivé, dans le temps, de cogner la mienne, alors je suis pas trop bien placé pour donner des leçons, dit le vieux. Il éclata de rire en ouvrant tout grand sa bouche édentée, comme si les raclées périodiques qu'il avait administrées à sa femme représentaient une des joies mémorables de sa vie. Et aujourd'hui, combien de personnes vivent là-bas? Demanda Ushikawa. Je passe devant tous les matins pendant ma petite promenade, mais du dehors, on voit rien. On dirait quand même qu'elles sont toujours plusieurs à y habiter. Il semblait bien qu'il y a un paquet d'hommes qui cognent leurs femmes. Il y aura toujours plus de gens qui ne font rien d'utile à la société que le contraire. De nouveau, le vieillard s'esclaffa à pleine bouche. Comme vous dites, ici-bas, il y a sacrément plus de méchants que de gentils. Apparemment, Ushikawa semblait plaire au vieillard, ce qui le mit plutôt mal à l'aise. À propos, elle est comment, l'épouse de Monsieur Ogata? Demanda Ushikawa, comme si de rien n'était. Sur la femme de Monsieur Ogata, eh bien, on ne sait pas grand-chose, dit le vieil homme en fronçant les sourcils sévèrement. On aurait dit l'esprit d'un arbre mort. Elle vit dans une grande solitude.
Ça fait longtemps que je tiens à ce commerce ici, mais il ne m'arrive pas souvent de la voir. Je l'aperçois de loin, de temps en temps, c'est tout. Quand elle sort, elle monte dans sa voiture avec son chauffeur. Les courses, c'est sa bonne qui les fait. Elle a aussi une espèce de secrétaire, un homme qui s'occupe de presque tout. Elle est de la haute, vous comprenez, et puis très riche, alors pas de danger qu'elle échange 3 mots avec la canaille, répondit le vieux. Il fit une grimace appuyée et lança un clin d'œil à Ushikawa. Il semblait que la canaille se situait autour du vieil homme au visage jauni et d'Ushikawa. Ce dernier l'interrogea encore. Depuis quand Madame Ogata s'est-elle lancée dans cette activité, cette safe house destinée aux femmes ayant subi des violences conjugales? Eh bien, je ne sais rien de sûr à ce sujet. Et déjà qu'il s'agissait d'un refuge et tout le reste, c'est les gens qui me l'ont dit. Je ne sais pas trop depuis quand elle fait ça. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ça fait à peu près 4 ans qu'il y a autant d'allées et venues dans ce bâtiment. 4 ou 5 ans, un peu de choses près, ajouta-t-il. Il prit sa tasse dans la main et but son thé refroidi avant de poursuivre. Et c'est plus ou moins à ce moment-là qu'ils ont installé le nouveau portail, que la sécurité s'est brusquement renforcée. C'est vrai que ça s'appelle Safe House. Alors, si n'importe qui pouvait y entrer facilement dedans, elle ne pourrait pas vivre en paix. Puis, comme rappelé subitement à la réalité, le vieil homme regarda Ushikawa d'un œil interrogateur. « Et alors, vous cherchiez un appartement à louer pas trop cher, c'est ça ?»« Oui, exactement. »« Alors je vous conseille d'aller voir ailleurs. Ici, c'est un quartier résidentiel, tout ce qu'il y a de plus chic. Même s'il y a des locations, elles sont toutes à des prix astronomiques. Par exemple, pour des expatriés qui travaillent dans les ambassades. Autrefois, les gens normaux, pas forcément riches, habitaient aussi dans le coin. Ça nous permettait de faire tourner la boutique. Mais maintenant, il n'y a plus rien de ce genre, nulle part. D'ailleurs, justement, à cause de ça, on envisage de fermer l'agence bientôt. Le prix du mètre carré au centre de Tokyo a grimpé à une vitesse folle. Une petite entreprise comme la nôtre n'arrive plus à s'en sortir. Vous aussi, sauf si vous avez plus d'argent qu'il n'en faut, vaut mieux que vous alliez voir ailleurs. « Oui, je ferai comme vous dites, » répondit Ushikawa. « Je ne m'en vante certes pas, mais je n'ai pas du tout plus d'argent qu'il n'en faut. Je chercherai ailleurs. » Le vieillard laissa échapper la fumée de la cigarette dans un soupir. « Mais si Madame Ogata disparaît, sa résidence aussi sera démolie, tôt ou tard. Son fils sait y faire, alors il ne va pas laisser un vaste terrain dans un si beau quartier rien lui rapporter. Il va fiche par terre la maison et il va y construire un immeuble de grand standing. Si ça se trouve, il a déjà dessiné les plans à l'heure qu'il est. » Si cela se fait, l'atmosphère calme du quartier changera sûrement. Ah oui, ce sera complètement différent. Et ce fils, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est surtout dans l'immobilier. Oui, en somme, le même métier que le nôtre. Mais franchement, c'est le jour et la nuit. Comme une Rolls et un vieux vélo. Eux, ils remuent les capitaux et ça les finance pour bâtir de gros immeubles. Un ici et un autre là, ça n'arrête pas. Le système est tout à fait au point. Ils sucent tout jusqu'à la dernière goutte. Et à nous, les petits, ils ne laissent même pas un os à ronger. Le monde d'aujourd'hui, je vous dis pas, c'est l'enfer. Tout à l'heure, j'avais fait un tour à pied pour voir. J'étais impressionné. C'est vraiment une résidence splendide. Oui, même par ici, c'est la plus belle. Quand je pense que les saules magnifiques seront abattus un jour. Ah, juste à l'imaginer, ça me fait mal au cœur, dit le vieillard, en secouant la tête visiblement ému. J'espère que Madame Ogata vivra encore très longtemps. Je suis entièrement d'accord avec vous, approuva Ushikawa. Ushikawa prit contact avec le bureau de consultation destiné aux femmes souffrant de violences conjugales. À sa grande surprise, le numéro figurait sur l'annuaire sous sa dénomination exacte. C'était une association non lucrative gérée essentiellement par des avocats bénévoles. En coopération avec cette association, la Safe House de la vieille dame accueillait les femmes qui fuyaient leur foyer sans savoir où aller.
Ushikawa réclama un entretien à l'un des responsables, au nom de sa propre fondation, la fameuse Association pour la promotion scientifique et artistique du Nouveau Japon. Il évoqua la possibilité d'une aide financière afin de décrocher le rendez-vous et la date fut ainsi fixée. Une fois sur place, Ushikawa tendit à l'avocat sa carte de visite, la même que celle qu'il avait présentée à Tengo. Il expliqua qu'une des tâches de sa fondation était de sélectionner chaque année une association non lucrative éminente qui œuvrait pour la société dans le but de lui offrir une subvention, et que le bureau de consultation destiné aux femmes souffrant de violences conjugales était un candidat potentiel. Il précisa également qu'il était impossible de révéler le nom du mécène, mais que le bénéficiaire pouvait utiliser la subvention totalement à sa guise et qu'il n'avait d'autre obligation que de remettre un simple rapport à la fin de l'exercice. Le jeune avocat, après un premier examen sommaire, ne parut pas être favorablement impressionné. L'apparence d'Ushikawa ne risquait certes pas de donner bonne impression ou d'inspirer la confiance dès la première rencontre. Cependant, l'association était en manque chronique de fonds de roulement et se trouvait donc dans l'obligation d'accueillir à deux mains n'importe quelle proposition d'aide. Par conséquent, malgré certaines suspicions, le jeune avocat se fit un devoir d'écouter ce qu'avait à lui dire Ushikawa. Ce dernier lui demanda des explications un peu plus détaillées sur le contenu de leur activité. L'avocat lui dressa un historique, évoqua les motifs qui les avaient conduits à créer leur association. Ces histoires interminables ennuyèrent énormément Ushikawa, mais il fit mine d'être tout ouïe, de paraître réellement concerné. Il approuva d'un mot quand il le fallait, hocha la tête vigoureusement et conserva un air grave de bout en bout. Petit à petit, l'avocat s'habitua à Ushikawa. Il parut commencer à le trouver moins étrange qu'il n'en avait l'air. Ushikawa était quelqu'un qui savait écouter. Et puis, sa façon tellement sincère de prêter l'oreille aux paroles qui lui étaient adressées, dans la plupart des cas, tranquillisait son interlocuteur. Ushikawa saisit l'occasion propice pour orienter la discussion, avec naturel, vers la safe house. Il s'enquit de ce que devenaient les pauvres femmes fuyant les violences conjugales, si elles ne trouvaient pas où aller. Il parut se préoccuper du fond du cœur, du sort de ces malheureuses, elles qui étaient semblables à des feuilles d'arbre à la merci d'un vent violent et déraisonnable. Pour parer à cette éventualité, nous disposons de plusieurs safe house, répondit le jeune avocat. Safe house, que voulez-vous dire par là? Cela signifie un refuge provisoire. Quelques endroits de ce genre sont à notre disposition, pas tout à fait assez nombreux, hélas, offerts par des bienfaiteurs. Il y a même une personne qui nous a fourni un bâtiment entier. Un bâtiment entier? Répéta Ushikawa, l'air impressionné. Il existe donc de ces personnes dans ce monde? Oui, quand notre action est relayée par des journaux et des magazines, nous sommes contactés par des particuliers qui souhaitent nous aider d'une façon ou d'une autre. Sans ces aides, il serait impossible de gérer notre organisation. Nous sommes, à ce jour, en situation de mener la plupart de nos actions avec nos fonds propres. Ce que vous réalisez est de la plus haute importance, déclara Ushikawa. Un sourire naïf se dessina sur le visage de l'avocat. Personne n'est plus facile à berner que les gens convaincus d'accomplir des choses justes, se dit à nouveau Ushikawa. Aujourd'hui, à peu près combien de femmes vivent dans ces appartements? Leur nombre varie, mais je dirais 4 à 5 en général, répondit l'avocat. À propos du bienfaiteur qui vous a fourni ce bâtiment, reprit Ushikawa, qu'est-ce qui l'a conduit à rejoindre ce mouvement? J'imagine qu'il y a eu une occasion ou quelque chose. L'avocat pencha la tête, l'air indécis. Je ne suis pas au courant dans les détails, mais auparavant déjà cette personne menait des actions similaires à titre personnel, semble-t-il. En tout cas, de notre côté, il convient que nous acceptions simplement ces actes de bonté avec gratitude. Sauf si le donneur s'explique de lui-même, nous ne lui réclamons aucun motif. Cela va de soi, approuva Ushikawa en hochant la tête. Au fait, les adresses des safe house sont gardées secrètes, je suppose. Oui. Pour commencer, il faut que ces femmes soient protégées d'une façon sûre.
et la plupart des bienfaiteurs souhaitent garder l'anonymat. N'oublions pas que nous traitons d'affaires liées à des actes de violence. » Leur discussion se poursuivit pendant un bon moment, mais Ushikawa ne put soutirer à l'avocat des informations plus concrètes. Les faits que cet entretien lui révéla étaient donc les suivants. Le bureau de consultation destiné aux femmes souffrant de violences conjugales avait commencé sérieusement son activité 4 ans auparavant. Peu de temps après, un certain bienfaiteur les avait contactés et avait proposé son aide, leur offrant un immeuble d'appartements inutilisé pour en faire une safe house. Ce bienfaiteur avait lu, dans un journal, un article sur leur action. La seule condition était que son nom ne soit révélé en aucun cas. Étant donné le récit de l'avocat, il n'y avait pourtant aucun doute. Ce bienfaiteur était la vieille dame d'Azabu, et la safe house, l'immeuble en bois dont elle était propriétaire. « Je vous remercie du temps que vous m'avez consacré, » fit Ushikawa. Il exprima avec force sa gratitude au jeune avocat idéaliste. « Vous me paraissez mener des actions enrichissantes et utiles. Je me permettrai de soumettre le contenu de notre entretien à notre prochain conseil d'administration. Je pense pouvoir revenir vers vous bientôt. Je souhaite que vos activités connaissent un grand essor. » La démarche suivante qu'entreprit Ushikawa fut d'enquêter sur la mort de la fille de la vieille dame. Mariée à un homme d'élite, technocrate au ministère des Transports, elle n'avait que 36 ans au moment de sa disparition. Ses recherches ne lui révélèrent pas la cause du décès. Le mari avait quitté le ministère peu de temps après. Voilà tout ce que son enquête éclaircit. Ushikawa ne sut ni pourquoi il avait subitement démissionné de ses fonctions, ni quel chemin il avait emprunté par la suite. Sa démission avait peut-être un rapport avec la mort de sa femme, mais peut-être pas. Le ministère des Transports n'est pas une administration qui communique aimablement et spontanément ses informations internes à un citoyen ordinaire. Cependant, Ushikawa était doté d'un odorat fin. Il y avait là quelque chose de pas très naturel. Cet homme aurait quitté son poste et se serait retiré du monde en abandonnant sa carrière uniquement par chagrin. Ushikawa n'arrivait pas à se faire à cette idée. À ce qu'il savait, le nombre de femmes qui meurent de maladie à 36 ans n'est pas très élevé. Cela peut arriver, bien sûr. Quel que soit son âge, et même s'il appartient à un milieu très favorisé, un être humain peut tomber malade tout à coup et disparaître. Cancer, tumeur cérébrale, péritonite, pneumonie aiguë. Le corps humain est fragile et précaire. Pourtant, lorsqu'une femme de 36 ans vivant dans l'aisance meurt, statistiquement parlant, il y a plus de chances qu'il s'agisse d'une mort accidentelle ou d'un suicide que d'une mort naturelle. Supposons, se dit Ushikawa. Essayons d'échafauder des hypothèses selon le fameux principe du rasoir d'Occam. Autrement dit, avec la plus grande simplicité. Excluons d'abord les facteurs superflus et regardons les choses en limitant les fils du raisonnement à un seul. Supposons que la fille de la vieille dame ne soit pas morte de maladie, mais qu'elle se soit suicidée, pensa Ushikawa en se frottant les mains. Faire passer un suicide pour une mort causée par la maladie n'est pas bien difficile, surtout pour quelqu'un qui a les moyens et de l'influence. Maintenant, avançons d'un pas. Supposons que la fille ait été exposée à des violences conjugales. Qu'elle se soit tuée par désespoir, ce n'est pas impossible. Parmi les individus appartenant à la prétendue élite, un grand nombre possèdent un tempérament détestable ou des tendances sournoises et dépravées, comme s'ils s'étaient volontairement chargés en excès d'une mission sociale. C'était là un fait bien connu. Bon, si les choses avaient tourné de la sorte, qu'aurait fait la vieille dame, sa mère? Se serait-elle résignée, les bras croisés, en se disant « Tant pis, c'est la vie » ? Non, c'était invraisemblable. Elle avait dû tenter d'exercer des représailles contre celui qui avait poussé sa fille à la mort. Maintenant, Ushikawa saisissait à peu près la personnalité de cette vieille dame.
une femme intelligente qui avait du courage et des nerfs à toute épreuve. Elle avait également une vision claire de l'avenir, et dès qu'elle avait pris une décision, elle l'exécutait. Pour ce faire, elle ne ménageait ni ses moyens, ni son influence. Il était inimaginable qu'elle ait laissé en paix l'individu qui avait blessé celle qu'elle aimait, qui l'avait abîmée et, en fin de compte, qui lui avait même enlevé la vie. Ushikawa n'avait aucun moyen de savoir de quelle sorte de représailles elle avait usé à l'égard du mari. Sa piste disparaissait littéralement dans le vide. Ushikawa ne pensait pas que la vieille dame était allée jusqu'à lui ôter la vie. C'était une femme prudente et réfléchie. Elle avait aussi un esprit tout sauf borné. Elle n'avait certainement pas commis un acte aussi brutal. Néanmoins, il n'y avait aucun doute sur la sévérité des mesures qu'elle avait dû prendre. Et quelles qu'aient été ces mesures, il était difficilement pensable qu'elle en avait laissé des traces compromettantes derrière elle. Or, la fureur et le désespoir d'une mère qui s'était vue enlever sa fille ne s'étaient sans doute pas arrêtés à l'accomplissement d'une vengeance personnelle. Un jour, elle avait dû apprendre par un journal l'action du bureau de consultation destiné aux femmes souffrant de violences conjugales. Elle s'était proposé de les aider. Elle leur avait expliqué qu'elle possédait un immeuble d'appartements presque inoccupé à Tokyo, qu'elle pouvait le mettre gracieusement à la disposition des femmes n'ayant aucun point de chute. Elle leur avait également précisé qu'elle savait comment s'y prendre puisqu'elle s'en était déjà servie dans un but similaire. Elle leur avait pourtant demandé de ne pas révéler son nom. Les avocats à la tête de l'association l'avaient naturellement remerciée de son affre. Collaborer avec une association officielle avait sublimé son esprit de vengeance, l'avait transformé en quelque chose de plus vaste, de plus utile et de plus positif. On pouvait ainsi voir là une occasion et un mobile. Ce type de supposition, pour le moment, paraissait tenir la route, malgré l'absence de preuves concrètes. Tout n'était qu'un échafaudage d'hypothèses, mais cette théorie permettait de dissiper pas mal de doutes. Ushikawa se frotta vigoureusement les mains, passa sa langue sur ses lèvres. Au-delà, son hypothèse se faisait toutefois plus incertaine. La vieille dame aurait fait la connaissance d'une jeune instructrice du nom d'Aomame au club de sport qu'elle fréquentait. Elles auraient secrètement conclu, en quelle occasion il l'ignorait, un accord moral. La vieille dame aurait ensuite tout préparé sans rien laisser au hasard et aurait envoyé Aomame dans une chambre de l'hôtel Okura afin de mettre fin au jour du leader des précurseurs. La méthode selon laquelle Aomame l'avait tué restait obscure. Peut-être avait-elle élaboré une technique particulière de mise à mort. En conséquence, le leader avait perdu la vie malgré la surveillance rapprochée qu'exerçaient sur lui ses fidèles gardes du corps. Jusque-là, Ushikawa parvenait à renouer le fil de ses hypothèses, en dépit d'une certaine maladresse. Mais il se sentait complètement perdu quant à la relation possible entre le leader des précurseurs et le bureau de consultation destiné aux femmes souffrant de violences conjugales. Ses pensées se trouvaient bloquées là, le fil de ses conjectures tranché net, comme par un rasoir acéré. À ce jour, la secte exigeait d'Ushikawa les réponses à 2 questions. La première était « Qui a organisé l'assassinat du leader ?» La seconde « Où se trouve Aomame à l'heure actuelle ?» C'est Ushikawa qui avait procédé à l'enquête préalable sur Aomame. Dans le passé, à plusieurs reprises, il avait effectué des investigations du même genre. Autrement dit, c'était un travail auquel il était rompu. Et il en était arrivé à la conclusion qu'Aomame était clean. Il n'avait trouvé aucun point douteux, sous quelque angle qu'il la considère. Il avait donc rendu compte de ses conclusions à la secte. C'est pourquoi Aomame avait été appelée dans la suite de l'hôtel Okura, où elle avait pratiqué une séance d'étirement musculaire sur la personne du leader. Après son départ, l'homme avait été retrouvé sans vie. Aomame s'était évaporée sans jamais réapparaître nulle part. Elle avait disparu telle une fumée dissipée par le vent. L'enchaînement de ces événements avait inévitablement inspiré aux membres de la secte une profonde répulsion à l'égard d'Ushikawa, pour employer des termes très modérés.
Ils avaient évidemment pensé que son enquête n'avait pas été suffisamment approfondie. En réalité, il avait accompli un travail irréprochable, comme à son habitude. Ainsi qu'il l'avait affirmé à tête de moine, il ne négligeait jamais aucun détail lorsqu'il s'agissait de ses missions. Ne pas avoir vérifié les relevés téléphoniques avait certes été une erreur. Mais sauf dans les cas vraiment douteux, des recherches aussi pointues n'étaient pas nécessaires. Or, selon ce Kushikawa avec glané, le cas d'Aomame ne présentait aucun aspect équivoque. Quoi qu'il en soit, Ushikawa ne pouvait éternellement susciter cette répulsion. Leur bande, là, ne rechignait pas à payer, mais elle était dangereuse. Il savait qu'il s'était débarrassé du corps du leader en secret. Voilà qui était largement suffisant pour que ces hommes le considèrent comme un personnage compromettant. Il fallait qu'Ushikawa leur montre, de manière irréfutable, qu'il était compétent et utile, et qu'il valait la peine de le laisser en vie. Rien de concret ne prouvait que la vieille dame d'Azabu était mêlée à l'assassinat du leader. Pour le moment, tout n'était que supposition, qu'hypothèse. Pourtant, dans cette vaste résidence où poussaient des saules splendides, restaient dissimulés de lourds secrets. Voilà ce que l'odorat d'Ushikawa lui annonçait. À présent, il fallait qu'il réussisse à dévoiler la vérité. Ce ne serait sans doute pas un travail facile. Son adversaire se tenait sur le qui-vive, et il y avait tout à parier qu'un ou des professionnels étaient dans le coup. S'agissait-il des yakuza? Peut-être que oui. Dans le milieu des affaires, et en particulier dans l'immobilier, des marchés secrets étaient fréquemment conclus avec des yakuza. Ces hommes étaient chargés des missions violentes. Il n'était pas exclu que la vieille dame ait fait appel à eux. Mais Ushikawa n'était pas convaincu par cette idée. La vieille dame était bien trop raffinée pour frayer avec ces gens-là. Et surtout, il était difficile de penser qu'elle aurait fait appel aux yakuza pour assurer la protection de femmes souffrant de violences conjugales. Elle avait sans doute mis sur pied, à ses propres frais, son système de sécurité à elle. Un système sophistiqué et personnel. Cela devait lui coûter cher, mais ce n'était pas l'argent qui lui manquait. Et ce système pouvait impliquer, selon les nécessités, de la violence. Si l'hypothèse d'Ushikawa était juste, à l'heure actuelle, Aomame se cachait certainement quelque part au loin. Elle bénéficiait de l'assistance de la vieille dame. On avait dû effacer soigneusement toute trace derrière elle, lui donner une nouvelle identité, un nouveau nom. Peut-être même son apparence était-elle différente à présent. Dans ce cas, une enquête sans envergure effectuée par un individu isolé, comme celle qu'Ushikawa menait à présent, atteindrait tôt ou tard ses limites. Par conséquent, Ushikawa n'avait d'autre choix, du moins pour le moment, que de s'accrocher au fil de la vieille dame d'Azabu, d'y déceler une faille par laquelle il remonterait la piste d'Aomame. Cela pouvait marcher, ou peut-être pas. Toutefois, son flair et sa persévérance étaient ses qualités principales. À part ça, s'interrogea Ushikawa, aurais-je par hasard d'autres aptitudes qui mériteraient d'être mentionnées? Aurais-je d'autres talents dont je pourrais me glorifier aux yeux d'autrui? Aucun, se répondit-il en toute certitude.